Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être à Marrakech aujourd'hui, un des plus beaux endroits où on puisse être, et très honoré d'avoir été invité pour ce cycle de conférences, que j'ai d'ailleurs suivi à distance, puisque j'ai fait très attention à des sessions précédentes, comme celle où il y avait Alain Touraine ici. Je sais qu'elle a eu beaucoup de succès. Et évidemment, à mon tour, je voudrais remercier Sabah Abou-Salem pour tout le travail accompli pour réussir cela. Et je suis heureux d'être un des maillons de la chaîne de ce cycle de conférences dans votre très belle université. Donc merci beaucoup. Je suis évidemment aussi très heureux et très honoré de faire ça devant Edgar Morin. C'est non seulement un honneur, mais aussi un grand plaisir. Et nous faisons beaucoup de choses ensemble. Et ce soir, c'est une raison de plus pour se réjouir de cette communauté qu'il y a entre nous. Alors le titre de mon intervention est évidemment très large, puisqu'il s'agit de parler de l'éducation tout au long de la vie en tant que défi du XXIe siècle. Pour commencer, je commencerai par dire que dans un titre comme celui-là, il y a un mot qui est absolument essentiel, évidemment, et qui n'est pas seulement le mot éducation, mais qui est le mot vie, tout simplement. L'ouvrage auquel vous avez fait référence, Monsieur le Président, je l'ai appelé « L'école de la vie ». Et au même moment, Edgar Morin sortait « Enseigner à vivre ». Et évidemment, dans les deux cas, nous faisons référence à Jean-Jacques Rousseau qui fixe à tout professeur, au travers du professeur d'Émile, l'idée qu'on doit lui apprendre à vivre. Je veux lui apprendre à vivre. C'est l'expression de Jean-Jacques Rousseau, qui est en soi tout un programme. Tout un programme qui doit se discuter d'ailleurs, parce que ça ne va pas de soi. On n'enseigne pas à vivre. En réalité, si on prend cette expression au premier degré, personne ne peut donner à un enfant les clés de la vie, puisque par définition, la vie est faite d'incertitudes. Elle oblige à se forger une personnalité, à se forger des solutions devant toute une série de problèmes. Et celui qui viendrait en disant je vais te donner la clé de la vie serait tout simplement en train de mentir. Donc cette expression doit être prise avec toute la complexité requise, c'est-à-dire je vais non pas te donner le poisson de la vie, mais je vais t'apprendre à pêcher dans la vie. Et c'est cela qui est essentiel. Et ce mot de vie auquel nous sommes si habitués, et donc auquel nous n'attachons plus tellement d'importance, ce mot de vie en réalité a une profondeur extrême qui nous renvoie à la notion d'éducation. Parce qu'en effet, si on réfléchit un peu à ce qu'est l'éducation, l'éducation est une émancipation. Toute éducation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez prendre quelque exemple que ce soit pour le petit enfant comme pour l'étudiant, comme même pour une personne adulte. Toute éducation a comme finalité de donner plus d'autonomie, plus de liberté à celui ou celle qui en bénéficie. Toute éducation est faite pour cela. Elle apprend quelque chose et le fait même d'apprendre quelque chose va donner une liberté. Et puis cette éducation, c'est d'une certaine façon ce qui nous distingue aussi du monde animal. Le petit homme, le petit être humain, lorsqu'il naît, est l'être vivant le plus démuni qui soit. L'être humain est par définition l'être qui a besoin de l'autre. Beaucoup d'animaux savent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que le petit enfant lorsqu'il naît. C'est à la fois une force et une faiblesse, parce que cette faiblesse de l'humain quand il naît, elle va se transformer en force grâce aux autres. Et donc il y a dans la condition humaine quelque chose de fondamental qui est que le but est d'aller vers toujours plus de liberté, mais cette liberté, on va l'avoir par les autres. C'est la communauté autour de soi, les parents bien entendu, mais ça peut être toutes sortes de choses, une institution, l'école, qui vont donner ces clés de la liberté. Et donc si l'on dit tout cela, on met bien une équivalence entre le terme éducation et le terme vie, puisqu'on définit l'homme par l'éducation. C'est ce que faisait d'ailleurs Emmanuel Kant dans ses réflexions sur l'éducation. On distingue l'homme par justement cette capacité d'apprentissage. Et donc si on met une équivalence entre éducation, entre liberté et vie, on attache évidemment énormément d'importance à ce terme de vie et au fait que l'éducation tout au long de la vie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de sens dans notre période moderne, celle du XXIe siècle. Ça prend beaucoup de sens donc d'abord parce que, pour une raison de principe, pour une raison presque philosophique, qui est celle que je viens de dire, et puis pour une raison pratique, parce que finalement ce que nous redécouvrons depuis quelque temps, depuis quelques années,
C'est que l'éducation, ce n'est pas que pour les enfants, ce n'est pas que pour les adolescents, ce n'est pas que pour les jeunes étudiants. L'éducation, c'est pour tout le monde, puisque c'est le synonyme de la vie et que toute la vie, on apprend quelque chose. Même les professeurs d'université apprennent tout au long de la vie, je dirais même surtout les professeurs d'université, puisque en enseignant, on se renouvelle en permanence, c'est le sens de la recherche aussi, et que le fait même d'apprendre à autrui, en réalité, rétroagit sur celui qui apprend. Donc il y a une profondeur théorique et pratique dans cette notion d'éducation tout au long de la vie qu'il faut bien saisir et qui rejoint le titre que j'ai voulu pour ce livre en l'appelant l'école de la vie avec tous les sens que cela prend. Alors ce soir, en partant de ces principes-là, en partant de ces idées-là, je voudrais traiter quelques questions qui sont des questions de principe qui peuvent être un peu universelles, puis certaines qui sont des questions très pratiques qui peuvent concerner le système marocain d'éducation, même si évidemment je le connais moins bien que chacun et chacune d'entre vous, mais je peux en avoir quelques idées. Puis il y a des communautés de problèmes entre tous les systèmes d'éducation, comme le système d'éducation français. Vous avez rappelé que j'avais eu quelques responsabilités dans l'éducation nationale, que ce soit comme recteur ou comme responsable au ministère. Et en écrivant ce livre, j'ai évidemment voulu tirer les leçons que je pouvais tirer de cette expérience. L'éducation est certainement le premier des biens. Il est le premier des biens pour l'individu comme pour la collectivité. Et en cela, c'est un enjeu de vie, bien entendu, mais c'est aussi un enjeu politique. L'éducation est le sujet politique par excellence. Parce que sans éducation, il n'y a pas de liberté, je l'ai dit tout à l'heure. Sans éducation, il n'y a pas de communauté. Ce qui permet à un pays, à une communauté, à une région de se perpétuer, et même à une famille, c'est évidemment l'éducation. Par-delà la question de la mort et la transmission, et ce qui permet évidemment la perpétuation de la vie. Et donc c'est le sujet politique par excellence. Mais c'est le sujet politique au sens où c'est fondateur pour la communauté, mais en même temps, c'est un sujet qui ne saurait dépendre de changements politiques trop brusques, parce que ce sont des sujets de très long terme. L'éducation est par définition un sujet qui nécessite une vision à long terme sous toutes les dimensions. C'est vrai à l'échelle d'un individu. Quand vous choisissez en tant qu'étudiant un domaine, ce n'est pas pour en changer la semaine suivante ou même l'année d'après. Vous avez besoin de continuité. Mais c'est vrai aussi à l'échelle d'un pays. Il est indispensable d'échapper à des effets de zigzag que l'on peut avoir quand on change trop souvent de politique. Et en disant ça, on touche donc un des premiers paradoxes de l'éducation, c'est que c'est à la fois le sujet politique par excellence, mais en même temps, c'est le sujet qui doit échapper à ce qu'on appelle communément la politique, parce que si on met un choc entre cette dimension politique avec un grand P et la dimension politique avec, disons, sa dimension quotidienne, courante, telle qu'elle s'exerce sur d'autres domaines de la vie collective, alors le risque est celui de l'incohérence, le risque est surtout celui de ne pas arriver à être efficace. C'est pourquoi il est très important pour tout pays, quel qu'il soit, la France, le Maroc, quelques pays que ce soit, de réussir à construire une certaine unité autour de son éducation. J'ai vu que le Maroc, à la fin des années 90, a établi une charte de l'éducation pour 10 ans, une décennie de l'éducation. C'est ce type de démarche adapté dans chaque pays, avec les principes de chaque pays, mais ce type de démarche correspond à ce qu'on doit arriver à faire, c'est-à-dire avoir une vision à long terme. Et si on prend le cas de la France, vous savez qu'en France, il y a toujours beaucoup de nostalgie pour la Troisième République, pour l'école de la République telle qu'elle existait. Cette nostalgie, on peut la juger légitime ou non, mais en tout cas, elle existe bel et bien. Et à mes yeux, si elle existe, c'est pas tant parce qu'à cette époque-là, l'école était meilleure qu'aujourd'hui, plus parfaite, mieux construite, mais c'est une nostalgie de la confiance. C'est-à-dire que c'était une époque où à peu près tout le monde partageait une même idée de l'école et où il y avait l'idée que l'école, c'était la voie du progrès et que personne ne pouvait contester une chose pareille. Bien entendu, il y a toujours eu des querelles autour de l'école, y compris par exemple entre l'école confessionnelle et l'école publique, mais le principe même de ce qui s'enseignait, les contenus, la direction donnée, était relativement consensuel et je pense qu'aujourd'hui, dans le cas de la France, ce que nous avons à rechercher,
c'est ce contrat social autour de l'éducation. Et on retrouve Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas innocent que les deux grands livres de Rousseau sont l'un sur le contrat social, l'autre sur l'éducation. Et mettre l'éducation au centre du contrat social, c'est évidemment peut-être un grand projet du XXIe siècle, parce que c'est ça qui assure l'avenir à long terme. Donc le premier paradoxe à dépasser, le premier problème à dépasser, c'est celui ce qu'on pourrait appeler le risque politique, c'est-à-dire le risque de confondre le fait que c'est un très grand enjeu politique avec le fait que ça peut être l'objet de querelles du quotidien, alors même qu'on a besoin de consensus, de bâtir des consensus autour de ça. Il y a un deuxième paradoxe ou un deuxième conflit qu'il faut réussir à dépasser, que l'on trouve dans pratiquement tous les pays. Cette fois-ci, c'est un conflit même sur les contenus et sur la pédagogie. Et ce conflit, qui par exemple dans le cas de la France est plus important que le conflit gauche-droite dans les questions d'éducation, c'est le conflit, dans des termes français, on appellerait ça les républicains et les pédagogistes. En tout état de cause, un conflit entre les tenants des manières anciennes d'enseigner et puis les tenants des pédagogies nouvelles. Dans le débat français, cette querelle, cette dispute, parfois elle s'est résumée avec l'idée que les premiers disent que c'est le savoir qui est au centre de l'école, tandis que les autres disent que c'est l'élève qui est au centre de l'école. Je pense que c'est typiquement des querelles byzantines, c'est-à-dire que évidemment c'est et le savoir et l'élève qui sont au centre de l'école et qu'il y a évidemment à prendre dans les deux approches pour arriver à avoir une certaine qualité. Je pense qu'une clé au XXIe siècle sur le plan pédagogique est de réussir à développer des théories appuyées sur le réel qui permettent de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans la tradition et le meilleur de ce qu'il y a dans la modernité. L'exemple classique de cela, c'est les méthodes de lecture. Vous savez que dans le débat public, ça a beaucoup d'importance dans les 30 dernières années. La méthode syllabique était plutôt prônée par l'approche traditionnaliste, la méthode globale par l'approche moderne. Dans ce cas-là, c'est plutôt les traditionnalistes qui avaient raison. Les sciences cognitives l'ont prouvé depuis quelques années. Je vais revenir tout à l'heure sur les sciences cognitives. Mais le fait est que les sciences cognitives permettent aussi d'avoir de nouvelles approches de la lecture et de l'écriture aujourd'hui, et qu'on peut dépasser ce conflit aujourd'hui et savoir ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant en matière d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et si l'on prend l'attitude par rapport à l'enfant, pour moi, il y a une formule qui est clé, que j'ai d'ailleurs appliquée dans mes différentes responsabilités, c'est ce que j'appelle l'exigence bienveillante. Si vous écoutez l'école traditionnaliste, elle vous parlera surtout d'exigence. Si vous écoutez l'école moderne, elle vous parlera surtout de bienveillance. Dans le premier cas, on va faire le reproche d'austérité. Dans le deuxième cas, on fera le reproche de démagogie. L'équilibre, il est de réussir à avoir les deux à la fois. Si vous aimez un enfant, ce que vous avez vis-à-vis de cet enfant, c'est de l'exigence bienveillante. Vous êtes exigeant, vous ne lui laissez pas faire n'importe quoi, mais si vous le faites, c'est parce que vous l'aimez, c'est pas parce que vous voulez le brimer. Donc cette exigence bienveillante, c'est, à mon avis, une formule clé pour dépasser, pour des choses très simples comme pour des systèmes plus complexes, c'est ce qui permet de dépasser ce clivage-là. Et de façon générale, l'éducation nous renvoie à une question de rapport au temps, que ce soit parce qu'on a un rapport au passé ou un rapport au futur, et parce que l'éducation est fondamentalement une question de temps et de rapport entre le temps et la liberté. Et pour cela, il y a trois principes qui me paraissent devoir s'appliquer. D'abord, premièrement, le principe de transmission. Le principe de transmission est à la base de l'éducation. On l'oublie trop souvent. Pour qu'il y ait éducation, il faut qu'il y ait un savoir, il faut qu'il y ait quelque chose à transmettre. Et cette question-là nous renvoie à la relation entre recherche et enseignement. Nous sommes aujourd'hui dans une grande université. Toute université ne prend sens que par ce lien entre recherche et enseignement, c'est-à-dire de la production de savoir et de la transmission de ce savoir qui est produit et ce renouvellement perpétuel du savoir. Ce qui nous renvoie à la question de la vie d'ailleurs. De nouveau, on retrouve la notion de vie, c'est-à-dire qu'une université, une école, mais surtout une université, c'est un système vivant. C'est un système qui renouvelle perpétuellement son savoir. Un lieu qui dit « nous savons déjà tout » et ce tout, nous allons le transmettre perpétuellement,
un système de ce type est par définition mort. C'est un système qui ne se régénère jamais. Une université, depuis que les universités existent, eh bien, une université se fonde sur cette notion d'ouverture, sur cette notion de vitalité, sur cette notion de transmission et de lien entre recherche et enseignement. Mais derrière la notion de transmission, il y a aussi la notion de lien entre les générations, qui est là aussi un mot-clé. Un deuxième principe est le principe de progressivité. Je pense que c'est un élément essentiel dans l'éducation, a fortiori dans nos sociétés contemporaines où nous avons une masse d'informations qui se présentent devant nous. Et là aussi, ça renvoie à des comparaisons entre le présent et le passé, parce que autrefois, il y avait une certaine rareté de l'information, et la progressivité était donc quelque chose de naturel. On découvre progressivement les choses en allant chercher des connaissances, par exemple en allant à la bibliothèque. Aujourd'hui, maintenant que nous avons Internet, maintenant que nous avons toute forme de communication qui fait que l'on soit un enfant ou un adulte, on est bombardé d'informations. La grande affaire est celle de savoir trier cette information, de savoir l'organiser, de savoir le faire de façon intelligible, de transmettre aussi des méthodes aux élèves par rapport à cela. Et de ce point de vue-là, la progressivité est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire de mettre les choses dans le bon ordre. Un des problèmes que l'on a pu rencontrer en pédagogie dans le cas français, ça a souvent été de vouloir dire tout de suite, très vite. Et alors même qu'il doit y avoir une logique de dévoilement dans l'éducation. Edgar Morin nous dit très clairement, sous différents angles d'ailleurs, qu'il faut être très conscient au début de tout processus d'apprentissage du principe d'erreur, du fait que l'erreur est consubstantielle à la connaissance et qu'elle est d'ailleurs de ce point de vue-là une bonne chose à tout point de vue, d'un point de vue intellectuel comme d'un point de vue moral. D'un point de vue intellectuel parce qu'elle nous oblige au doute cartésien permanent, d'un point de vue moral parce qu'elle nous oblige à une certaine humilité par rapport au réel. Cette notion, je prends des risques parce que je parle sous son contrôle, mais cette notion d'erreur qui est si essentielle au début d'un processus d'apprentissage, elle va de pair avec la notion de progressivité, c'est-à-dire que l'on doit donner des bases qui sont sûres en expliquant vers quoi on va, en donnant du sens à ce que l'on va faire. Et là, on retrouve évidemment un autre aspect tout à fait essentiel. Si on veut créer du désir, si on veut créer de l'implication, il faut à la fois de l'intelligibilité et du désir. L'intelligibilité, c'est donc d'aller du plus simple au plus complexe, et le désir, c'est de donner du sens à ce que l'on fait et créer ce désir qui repose aussi sur le contact humain et sur le lien maître-élève que l'on est capable de créer. Et puis un troisième grand principe, j'y ai d'une certaine façon déjà fait référence, c'est ce que j'appellerais le principe de cohésion. Le principe de cohésion, ça renvoie à ce que je disais sur la dimension politique précédemment, mais d'un point de vue plus immédiat et plus pratique, et dans le cas de l'école, c'est la relation entre parents et école. Une des clés essentielles de tout système éducatif, et là je parle surtout de l'école, du collège et du lycée, de l'enseignement élémentaire et secondaire, une des clés dans tout système, des études tout à fait nombreuses et précises le prouvent, c'est la convergence entre parents et école. Il vaut mieux, si vous êtes un enfant, avoir des parents analphabètes, pauvres, mais qui croient en l'école et qui vous poussent à l'école, que d'avoir des parents riches, cultivés, mais qui dénigrent l'école ou qui ne font pas attention à ce que vous faites à l'école. La question de la motivation, la question de la convergence des valeurs est absolument essentielle, puisque si l'enfant sent une divergence des valeurs ou que l'école n'a pas d'intérêt, il n'y a aucune raison qu'il investisse dans cela. J'y reviendrai tout à l'heure pour parler de cela comme d'un levier de progression des systèmes éducatifs, mais la question de la cohésion, elle est d'abord une question à l'échelle locale, d'abord une question très pratique entre parents et école, ce qui suppose que l'école soit capable d'entendre les parents et de dialoguer avec eux, mais aussi, évidemment, à l'échelle de l'établissement, ça renvoie notamment à la communauté que forment les professeurs. Si les professeurs donnent le sentiment d'une communauté unie, pérenne, travaillant collectivement, il y a évidemment un effet d'exemplarité vis-à-vis des élèves
et le principe de cohésion est donc absolument fondamental. Alors une fois qu'on a identifié les paradoxes, une fois qu'on a identifié les difficultés finalement et les contradictions que l'on doit affronter et d'essayer de comprendre comment les dépasser, une fois qu'à partir de ces paradoxes, on a posé quelques principes, comme les 3 que j'ai proposés à l'instant, alors on peut aborder les questions concrètes et essayer de voir comment on fait pour améliorer les choses devant les problèmes concrets que l'on a à affronter. Mais il me paraît essentiel, dans une démarche, encore une fois, c'est très maurinienne, d'abord d'identifier les paradoxes, que j'ai fait pour commencer, parce que les contradictions que j'ai évoquées, il faut bien être conscient qu'elles traversent tous les pays, tous les systèmes, mais elles traversent aussi tous les individus. Il y a, je pense, en chacun et chacune d'entre vous, un traditionnaliste et un moderniste. Réfléchissez à vos attitudes par rapport au réel, réfléchissez à vos réflexes par rapport à des cas concrets que vous voyez. La plupart du temps, sauf si vous avez vraiment décidé d'être radicalement d'un côté ou de l'autre, vous êtes traversé par cette contradiction qui n'en est pas une, qui est une dialectique, qui est quelque chose qui est productif. C'est précisément entre ce lien que vous êtes capable de faire en vous-même entre ces éléments qui vous permet de progresser et d'aborder la réalité. Et c'est aussi cette capacité à traverser les contradictions que nous devons transmettre aux enfants. Alors une fois que l'on a posé ces éléments-là, quelles conclusions en tirer pour l'amélioration des systèmes? Je vais le faire en prenant 2 angles. D'abord l'angle qu'on pourrait appeler la chronologie de l'élève, c'est-à-dire en passant en revue un petit peu comment, en appliquant ces principes, on peut essayer de réfléchir à l'amélioration des systèmes à l'école maternelle, à l'école élémentaire, à l'âge du collège et du lycée. Et puis, bien entendu aussi après, puisque je souhaitais vous parler de l'éducation tout au long de la vie. Et puis deuxièmement, d'un point de vue plus structurel, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir des politiques publiques qui donnent le cadre positif pour ces améliorations. Et je sais bien que c'est un sujet évidemment d'études, de travail, de débat aussi au Maroc, comme c'est normal, comme c'est le cas aussi en France. Alors d'abord, essayons de manière un peu synthétique, parce que je ne veux pas non plus être trop long, de commencer par le début, c'est-à-dire la maternelle, l'école maternelle, ce qui se passe au début de l'école primaire. Nous savons parfaitement que cet âge est absolument fondamental. Donc s'il n'y avait à concentrer l'attention que sur une chose, ce serait sur celle-là. Ce qui se passe entre 0 et 6 ans est absolument essentiel, et nous en savons beaucoup plus aujourd'hui sur cette question que nous en savions il y a 10 ans, et a fortiori il y a 100 ans ou il y a 2000 ans. N'oublions pas que à l'époque romaine, par exemple, l'enfant était vu comme quelque chose en devenir, mais certainement pas comme un être humain de même nature que les adolescents ou les adultes, et que c'était, du point de vue de l'éducation, pas forcément un être pris très au sérieux, même s'il faudrait relativiser cela. Et spontanément, nous avons tendance, par exemple, à penser que le nourrisson peut être l'objet d'attention, certainement, d'amour même, pas forcément d'une approche éducative. En réalité, déjà, si on donne de l'amour à un nourrisson, on lui donne déjà l'essentiel. On lui donne, avec la nourriture, bien sûr, les conditions fondamentales de la suite. Mais nous savons scientifiquement depuis quelques années, grâce au progrès des sciences cognitives, des choses extrêmement importantes sur l'enfant, de 0 à 6 ans, et même sur le tout petit enfant. Ce qui fait que ce que je dis dépasse la question de l'école, c'est en amont de l'école, et ça touche notamment la famille, mais aussi les institutions publiques qui peuvent exister pour aider la famille. Ces sciences cognitives nous montrent d'abord des capacités cognitives, des capacités de connaissance de l'enfant qui sont considérables dès les premiers temps. Quelqu'un comme Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, montre qu'il y a une conscience des probabilités, même chez le nourrisson. Vous avez des études qui sont faites sur cette question, et puis vous avez aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale, la possibilité de corroborer ces approches. Et donc, notre capacité à stimuler l'enfant, à le faire jouer, à interagir avec l'enfant est fondamentale, parce que ça va stimuler des choses. Sur le langage, il est admis par tout le monde que le fait de parler beaucoup
à un enfant est très bon et va contribuer tout simplement au développement de ses capacités cognitives pour la suite. De même qu'il est bon qu'un enfant entende deux langages assez vite dans sa vie. On a longtemps cru que ça pouvait être nocif, c'est-à-dire qu'un langage pouvait être contradictoire avec l'autre. Au contraire, c'est très stimulant d'un point de vue cognitif, et donc au-delà même de la maîtrise des deux langages, ce qui est quand même toujours mieux qu'un seul, c'est bon pour le développement de l'ensemble des fonctions cognitives. Donc du point de vue des fonctions cognitives, on sait que cette stimulation est quelque chose de très positif. Mais c'est vrai aussi du point de vue des fonctions sociales, c'est-à-dire de ce qu'on appelle communément l'empathie. Tout récemment, il y a eu un débat entre Edgar Morin et Boris Cyrulnik sur ce sujet. Dans les livres d'Edgar Morin, il insiste beaucoup sur le fait d'apprendre à l'enfant le plus jeune possible la compréhension d'autrui, le fait d'être attentif à l'autre, qui est quelque chose qui se stimule. Eh bien, les sciences cognitives viennent à l'appui de cette approche, parce qu'elles nous montrent que le petit homme, le petit enfant, garçon ou fille, a une capacité d'empathie considérable, mais qui est à un état potentiel. Ça a besoin d'être stimulé. D'où l'importance de l'amour que l'on a dans le cadre familial dès les premiers temps. Et ce point-là a un impact philosophique et anthropologique et pratique essentiel. Regardez, Rousseau nous disait « l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Beaucoup de gens ont critiqué cette assertion, parce que beaucoup de gens doutent du fait que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt. D'autres se sont mis à dire l'inverse. L'homme naît mauvais, ou en tout cas pas bon du tout, et c'est la société qui va tenter de le corriger. Et de nouveau, on retrouve ce genre de contradiction dont je parlais tout à l'heure. Il me semble que ce que nous disent les sciences cognitives, c'est qu'il y a une sorte de troisième voie qui se dessine, une troisième conception, une ligne de crête, qui est que l'homme naît avec un potentiel d'empathie très fort, considérable même, et que c'est la société qui va l'aider à le développer, qui va l'aider à le stimuler, à le faire vivre. Si c'est un enfant de la forêt, si c'est un enfant qui n'a aucune interaction avec personne, bien entendu, ça ne se développera pas. Vous voyez avec ce que je suis en train de dire que des dimensions qui peuvent paraître philosophiques et théoriques, en réalité, sont aussi extrêmement pratiques et fondamentales pour la vie concrète de nos enfants et de ce que nous faisons, à l'école. Et si on prend le cas de l'école maternelle, cela a un impact considérable sur l'idée que l'on s'en fait. Parce que, de nouveau, vous allez avoir deux conceptions de l'école maternelle qui vont s'opposer et qu'il faut dépasser. L'une va vous dire, eh bien, puisqu'il en est ainsi, puisqu'on sait que l'enfant doit apprendre beaucoup de choses, vite, apprenons-lui plein de choses le plus vite possible dès l'école maternelle, faisons de l'école maternelle un lycée avant l'heure. Et d'autres vont vous dire, mais l'enfant entre 3 et 6 ans, il faut qu'il s'amuse, qu'il s'épanouisse, qu'il vive par le jeu, la musique, etc. Et bien entendu, c'est les deux. Ou c'est au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il faut... L'école maternelle est l'école maternelle, c'est un endroit d'épanouissement, comme son nom l'indique. Si je devais donner un synonyme à l'école maternelle, je dirais que c'est l'école du langage, parce que l'enjeu fondamental, c'est le développement du langage à ce moment-là. Et c'est un enjeu qui est social, parce que lorsque les enfants arrivent à l'école maternelle, il peut y avoir une différence quant à la maîtrise du vocabulaire qui va du simple au triple. Et cette différence de maîtrise du vocabulaire, qui est liée au milieu familial, va être déterminante pour le reste de la vie. Elle est déjà, malheureusement, prédictive de certaines réussites et de certains échecs futurs. Il va déjà être difficile de compenser cette différence. Et donc, l'école maternelle doit se fixer comme objectif de la compenser, et elle peut le compenser par l'épanouissement. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire qui permettent cela. Le jeu, justement, la musique, si importante la musique, fondamentale même dans un système éducatif. Et s'il y avait de la musique tous les jours, ça changerait beaucoup de choses. La musique, le jeu, sont à l'école maternelle des manières de... Le conte, lu à voix haute, sont des éléments qui vont tout simplement développer les capacités cognitives et l'empathie de l'enfant. Et là aussi, on retrouve un thème cher à Edgar Morin, c'est-à-dire que dès ce moment-là, il ne faut pas cloisonner, il ne faut pas considérer qu'on va apprendre un secteur du savoir, un autre secteur du savoir, et que ça correspond à des temporalités différentes. Il faut englober, il faut avoir une vision d'ensemble de l'enfant, de la personne humaine. L'illustration typique de cela, c'est ce qui se passe à la cour de récréation.
Typiquement, un professeur de maternelle va considérer que ce qui se passe dans la cour de récréation, c'est la cour de récréation, c'est le moment où les enfants se déploient. Si un enfant est persécuté par un autre pendant la cour de récréation et qu'aucun adulte ne fait rien sur ce sujet, les conséquences psychologiques et éducatives de cela sont bien plus graves que des choses qui auraient été bien faites ou mal faites à l'occasion d'un cours. Autrement dit, la vision globale de l'enfant, c'est se sentir responsable de ce qui se passe à tous les points de vue. Et c'est évidemment ce qui fait aussi qu'on doit avoir un travail d'équipe à l'intérieur d'une école pour avoir une vision globale de l'enfant. Alors je suis volontairement long quand je parle de l'école maternelle, puisque je vous ai dit il y a un instant que s'il n'y avait qu'un seul sujet, ce serait celui-là. Or, quand on est universitaire ou quand on est dans des responsabilités publiques, on peut avoir tendance à penser que c'est quelque chose pour les petits, quelque chose de moins important que les études doctorales, par exemple. En réalité, c'est le cœur du cœur de ce sur quoi nous avons apporté l'attention. L'école élémentaire est évidemment dans la droite ligne de ce que je viens de dire. Et là aussi, je crois que c'est très important d'être attentif à ce que nous apprennent les sciences cognitives, à ce que nous savons du cerveau de l'enfant, et sur le fait que certaines choses doivent arriver le plus tôt possible. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples, j'en prendrai un seul. En mathématiques, il est désormais démontré que apprendre le plus tôt possible les 4 opérations est bon pour l'enfant. Parce que tout simplement, jusqu'à 7-8 ans, vous avez une capacité à fixer des choses dans votre cerveau qui est beaucoup plus forte que par la suite, et qu'il vaut mieux avoir assuré ce socle de base pour ensuite pouvoir vous déployer vers d'autres connaissances mathématiques. Si vous ne le faites pas suffisamment tôt, toute votre vie, il y a des automatismes que vous n'aurez pas. Donc ceci conduit à penser que, par exemple, les exercices de calcul mental, la capacité à faire des opérations tôt est bonne. Donc ça consiste tout simplement à prendre l'enfant au sérieux. Et ceci, évidemment, ne doit pas mener à une école stakhanoviste, une école spartiate, une école où on obligerait à être dans l'exercice tout au long de la journée. Mais c'est une école où on doit savoir cela, être conscient de cela. Les professeurs doivent dans leur formation aujourd'hui, connaître ces éléments de sciences cognitives pour en tirer toutes les conséquences dans les enseignements que l'on fait. Et on retrouve cette notion d'exigence bienveillante que je disais tout à l'heure. Parce qu'il y a bien de l'exigence en se disant, si un enfant connaît ses tables de multiplication à 7 ans, c'est un acquis pour toute la vie. Si on retarde ce point-là, c'est un problème pour toute la vie. Donc ce sont des éléments très importants, et on peut aujourd'hui réussir à rendre cela beaucoup plus facile et agréable à apprendre. Il y a le boulier, par exemple, est très utilisé dans le monde asiatique pour intégrer les notions mathématiques chez les enfants, et c'est pas pour rien que les pays asiatiques sont les plus performants aujourd'hui dans les classements mondiaux quand on mesure les capacités mathématiques des enfants. Le boulier, tout bêtement, joue un rôle très important dans ces réussites asiatiques. Mais l'informatique, bien sûr, peut être utile. Je reviendrai tout à l'heure, dans la mesure de mon temps, du temps qui me reste, sur l'impact du digital sur l'éducation. Mais il est évident qu'il y a aujourd'hui, et je considère qu'à l'école primaire, il faut y aller doucement quant à l'utilisation des technologies numériques en classe, mais il faut y aller de façon ciblée et pensée. Et il y a des exercices, il y a des jeux numériques, des jeux sur ordinateur, qui permettent d'acquérir de façon ludique des connaissances de mathématiques ou de langage de base, et qui peuvent être donc très, très utiles. Ensuite, si on monte dans les années de l'enfant, ce sur quoi je voudrais insister, alors en ayant évidemment surtout mon expérience française dans la tête, mais aussi quelques comparaisons internationales, c'est que c'est à ce moment-là que doit s'appliquer le théorème que je disais au début. Si l'éducation est une éducation si toute éducation est une éducation à la liberté, alors il faut avoir été très attentif à donner un socle fondamental au début et à progressivement créer de plus en plus d'émancipation et de plus en plus de responsabilisation. Comment est-ce qu'on rend l'enfant qui devient un adolescent capable d'être responsable, conscient de ce qu'il va apprendre et capable aussi de faire des choix. C'est évidemment quelque chose qui doit aller progressivement, mais qui, dès l'âge du collège, donc correspond environ à 11 ans en général,
peut correspondre à une véritable initiation à l'âge adulte pour les enfants. Le problème se pose en des termes différents dans les différentes sociétés, mais aujourd'hui on a besoin de phénomènes d'initiation dans les pays, dans les communautés, dans les sociétés, pour faire comprendre à l'enfant qu'il passe dans l'adolescence et que ce passage dans l'adolescence signifie toute une série de choses. Et on retrouve là encore les thèmes d'Edgar Morin sur la conscience de l'erreur, la conscience de l'inconnaissable, la conscience des chemins à parcourir d'éducation, le fait tout simplement de ne pas délivrer un savoir de façon compartimentée et verticale, mais de façon, disons, responsabilisante. Et c'est pourquoi moi, je plaide dans le cas français pour une réforme complète du collège, parce que je considère qu'on doit réussir à faire des parcours beaucoup plus personnalisés, a fortiori si on a réussi à avoir des enfants qui ont ce qu'ils doivent avoir à la fin de l'école primaire. Pour faire des parcours personnalisés, il faut tenir compte aussi de ce que nous apprennent les études internationales. Et là, franchir un tabou dans le cadre du débat français, qui est la question des groupes de niveau. En France, comme on a créé le collège unique pour avoir tout le monde dans le même collège, on a considéré que nous avons fait un progrès démocratique important parce qu'on n'a pas séparé les enfants en fonction de leur niveau, ce qui parfois peut aussi être une séparation des enfants en fonction de leurs origines sociales. Donc ça a été incontestablement un progrès démocratique. Mais en même temps, ce progrès démocratique s'est accompagné d'une très grande hétérogénéité dans les classes. Et cette hétérogénéité, elle est parfois au détriment de tout le monde. Les bons, les moyens, les mauvais élèves, si on peut utiliser ces expressions. Et en effet, faire des classes des niveaux n'est pas la bonne réponse parce que vous aboutissez à de la relégation. C'est-à-dire que vous dites à un enfant, dès l'âge de 11 ans, vous le mettez dans des cases. En revanche, les groupes de niveau, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'un groupe de niveau, d'abord, ce n'est pas une classe, ce n'est pas quelque chose qui dure 1 an, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 2 mois. Et ça, vous pouvez redoubler sur 3 semaines ou sur 2 mois, ça n'a rien de grave. Alors que redoubler sur 1 année, ça a quelque chose qui peut être plus grave. Mais les groupes de niveau, c'est ce qui permet aussi de considérer les forces et les faiblesses de chacun. Je peux être très bon en langue et très mauvais en mathématiques ou l'inverse. Et donc aller dans le groupe des forts en langue et dans le groupe des faibles en mathématiques. Et si je vais dans le groupe des faibles, c'est pas pour qu'on me stigmatise, c'est pour que je devienne moins faible et que éventuellement même je devienne fort. De plus, les études ont montré que, notamment les études d'Esther Duflo, dont je reparlerai, qui est d'économiste bien connu maintenant, qui conseille le président Obama, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation, notamment en Afrique et en Asie. Il est tout à fait démontré que les groupes de niveau sont au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire que les forts bénéficient d'être entre eux, les faibles bénéficient d'être entre eux, et on note des progrès des deux côtés. C'est-à-dire que c'est une manière de concilier les enjeux de l'excellence, parce qu'il est bon de cultiver l'excellence de chacun. Ça n'a aucun sens de rechercher le nivellement par le bas d'une collectivité, mais c'est aussi la compensation des faiblesses, et chacun a des faiblesses, et chacun a de l'excellence. Et c'est aussi cela qu'on doit introduire dans la psychologie d'un système éducatif. C'est que l'intelligence, elle n'est pas monolithique, elle est plurielle. Et c'est d'ailleurs un mot, l'intelligence, qui est difficile à définir. Et tout un chacun a un talent. Chaque enfant a un talent. Chaque adolescent a un talent. Et il faut réussir à créer de la confiance en soi chez cet enfant et cet adolescent, non pas en estimant que tout le monde est pareil, mais en estimant que chacun est différent et que l'on doit tenir compte de ça. Et donc je pense que nos systèmes éducatifs doivent réussir cette différenciation, notamment lorsqu'arrive l'âge de l'adolescence, lorsqu'arrive l'âge de l'entrée dans le monde adulte, qui est un âge de responsabilisation. Ceci a un impact sur les années suivantes, mais comme je ne veux pas être trop long, je ne détaillerai pas les conséquences que l'on peut trouver après, parce que je pense que déjà, si on est très concentré sur ces années-là, c'est fondamental. Mais je voudrais, pour terminer cette approche un peu chronologique, dire à quel point dans ce contexte, l'éducation tout au long de la vie est absolument essentielle. C'est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, une raison de principe, une raison, appelons-la anthropologique, qui est celle par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Puisque l'éducation est synonyme de vie, bien entendu, on apprend tout au long de sa vie, et donc ça doit être organisé de cette façon-là. Les entreprises les plus performantes l'ont très bien compris, qui accordent énormément d'importance à la formation continue. Mais si vous prenez même un système éducatif,
il doit accorder une importance clé à la formation continue des professeurs, parce que c'est ça qui va donner justement de la vitalité au système. Et j'ai dit tout à l'heure qu'un des facteurs clés de réussite d'un système éducatif, c'est la relation parent-école. C'est un des 3 facteurs clés en réalité. Un autre des facteurs clés, c'est la formation initiale et continue des professeurs, non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Et donc cette idée que la formation tout au long de la vie est essentielle est très importante quant au principe. D'un point de vue pratique, ça s'organise. Ce sont les mécanismes légaux, administratifs, économiques qui permettent à une société de créer ces phénomènes de formation tout au long de la vie. Je crois que ça a un impact considérable sur une université, quelle qu'elle soit, dans le monde entier, parce qu'une université doit se vivre ainsi. Bien sûr qu'une université concerne notamment la tranche d'âge qui va en gros de 18 à 25 ans, et un peu au-delà quand on fait une thèse. Mais en réalité, de plus en plus, une université doit mixer les âges et doit être un lieu au cœur de la cité où on va retrouver toutes les générations pour renouveler sans arrêt le savoir et le transmettre. Et donc cette éducation tout au long de la vie devient même non seulement un élément clé sur le plan philosophique, politique, sur le plan individuel, mais même sur le plan économique pour les modèles économiques et sociaux dans lesquels nous allons aller, parce que l'université, au cœur de la cité, est aussi un laboratoire de solutions pour la cité. Lorsque vous avez une université dans une région, comme la vôtre, Monsieur le Président, cette université, elle doit être vécue par tout son environnement, non pas comme un sanctuaire où des gens plus savants ou sachants que les autres font des choses qu'on ignore un peu, mais au contraire comme le centre des solutions aux problèmes concrets de tous. Les problèmes de formation, bien sûr, mais même, par exemple, les problèmes urbains qui sont bien étudiés ici, ou les problèmes de tous ordres, d'énergie, de problèmes techniques, humains, sociaux. Et c'est donc une transformation mentale, une transformation psychologique des acteurs de l'éducation et de l'ensemble de la société qui est en route avec cette éducation tout au long de la vie. Et puis l'éducation tout au long de la vie, c'est aussi accorder toute son importance à la révolution digitale. La révolution digitale est peut-être le phénomène majeur de notre temps. Cette révolution digitale, elle a évidemment de bons et de mauvais aspects, comme toute révolution sociétale qui nous a précédés. Elle transforme nos modes d'apprentissage. Il faut évidemment en tirer toutes les conséquences. J'ai utilisé une expression récemment dans un article pour signifier ce que je vais dire, qui était l'expression éducation 4.0. Qu'est-ce que j'ai mis derrière cette idée? C'est l'idée qu'aujourd'hui, on a l'éducation 3.0 d'un point de vue technique, c'est-à-dire une éducation qui peut être très interactive grâce à la technique. Et l'exemple typique, c'est les MOOC. Alors à l'ESSEC, nous avons fait un MOOC Edgar Morin, dont nous sommes très fiers, puisque vous avez, et que vous pouvez tous regarder, puisqu'il est en accès libre sur Internet. Vous avez 10 heures d'Edgar Morin et puis 10 heures de professeurs de l'ESSEC qui prolongent d'un point de vue pratique, professionnel, les enseignements sociologiques, anthropologiques, philosophiques de la pensée d'Edgar Morin. Et ce MOOC, comme de nombreux MOOC, est entrecoupé de sessions, d'éléments d'interaction, de possibilités d'exercice. Et donc on voit là, au travers de cet exemple, cette interactivité possible. L'interactivité, ce n'est pas une idée nouvelle. Socrate était pour l'interactivité. Mais aujourd'hui, nous avons Socrate et l'ordinateur. Et nous avons donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des possibilités d'interaction à longue distance, mais aussi dans la classe, parce qu'évidemment, le digital permet de l'interactivité très forte. Mais évidemment, la technique n'est rien seule. Et elle peut même être catastrophique quand elle est mal utilisée. Et tout ceci nous renvoie de nouveau à la formation des professeurs. La prise en compte de la révolution digitale par les professeurs est un enjeu de formation absolument essentiel si l'on veut que le digital soit un progrès et non pas une régression sur le plan de l'éducation. Donc le 3.0, nous l'avons. Ce que j'appelle le 4.0, c'est le fait que une certaine transformation digitale peut éloigner l'humanité d'elle-même, c'est-à-dire nous donner le sentiment qu'on met des écrans dans les deux sens du terme, entre les hommes, entre les êtres humains, et que c'est une régression de ce point de vue-là. Mais que la révolution 4.0, c'est quand on se rend compte que la révolution digitale peut nous ramener au rapport humain, qu'elle est au service de la connexion entre les hommes.
Et notamment, non seulement parce qu'elle permet de communiquer à longue distance, mais surtout parce qu'on peut créer des complémentarités entre la distance et la présence. Typiquement, c'est par exemple lorsqu'une université organise un MOOC qui ensuite se conclut par des sessions en présentiel. Nous aurions pu, nous tous, aujourd'hui, nous connaître au travers d'un MOOC ou de ce qu'on appelle parfois un SPOC, c'est-à-dire un MOOC privé, un Small Private Online Course, comme ça s'appelle, c'est-à-dire la même chose finalement, mais pour une communauté. Eh bien, nous aurions pu nous connaître depuis 6 mois de cette façon-là, et aujourd'hui nous retrouver. Et on aurait le sentiment d'être déjà un peu amis, parce qu'on aurait communiqué entre nous. Et on aurait donc quelque chose d'encore plus fort que la présence simple, et de beaucoup plus fort que la distance technicisée. Ça, c'est, je crois, un enjeu très important. Et de nouveau, l'université peut inventer beaucoup de formules nouvelles dans le futur pour réussir cette éducation 4.0. Et c'est évidemment au service de l'éducation tout au long de la vie. Pensons aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie, le fait que de devenir centenaire devient maintenant quelque chose de tout à fait ordinaire, de quelque chose de tout à fait accessible, et ça va sans doute aller encore au-delà dans les temps qui viennent. Eh bien, il y a tout un âge de la vie où on a du temps pour cela, où on est prêt à faire cela, et on retrouve le principe de transmission dont je parlais tout à l'heure, parce que une personne, après 60 ans, après 70 ans, peut être à la fois acteur et récepteur de connaissances de manière beaucoup plus forte que ça n'a été jamais le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc les enjeux de l'éducation 4.0 sont absolument fondamentaux aujourd'hui. Alors pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop long, je voudrais conclure sur finalement les leviers de transformation que nous avons pour mettre en application cela. La première chose, c'est évidemment qu'il y ait une conscience de ces éléments de la part des acteurs de l'éducation. D'où l'enjeu de la formation des professeurs, de débats comme celui que nous avons là, des livres que l'on peut écrire, d'une conscience élargie sur ce que les sciences cognitives, les sciences sociales, les études et les comparaisons internationales nous apprennent et qui font que nous pouvons être beaucoup plus pluridisciplinaires, beaucoup plus décloisonnés aujourd'hui et beaucoup plus conscients des enjeux que nous ne l'étions encore il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il faut donc saisir cette chance, a fortiori avec les moyens techniques qui nous permettent de déployer cela, qui vont donc être organisés pour cela. S'il n'y avait qu'une seule chose à mettre en œuvre, à penser pour la mise en œuvre, je crois que ce serait déjà celle-là. Mais je pense qu'en plus, les systèmes éducatifs peuvent et doivent évoluer dans les temps à venir pour être des leviers de changement de cela. Esther Duflo, dont je parlais tout à l'heure, a fait des études de terrain extrêmement intéressantes, reposant souvent, vous savez, sur la randomisation, donc inspiré de ce qui se passe en médecine, où donc vous avez une population témoin et puis une population sur laquelle vous exercez une expérimentation. Et ces expérimentations ont souvent porté sur 2 aspects essentiels. Le premier, c'est comment faire aller les enfants à l'école. C'est un enjeu que le Maroc, que toutes les sociétés, et le Maroc, dans la période récente, a eu à affronter et continue à affronter. C'est-à-dire comment améliorer l'accès à l'école, comment faire que les enfants aillent à l'école, que les parents contribuent à cela, et que cela dure, et donc qu'ils ne décrochent pas. Toutes les sociétés doivent régler cette question en partant de stades différents, et il y a des expérimentations qui montrent la plus ou moins grande efficacité de cela. Il y en a une qui est très connue, c'est celle du Brésil, avec la Bolsa Popular de Lula, qui conduit, vous le savez, à conditionner certaines aides sociales données à la maman au travers de l'assiduité scolaire de l'enfant. Ces mécanismes ont montré une certaine efficacité. Et aujourd'hui, il faut savoir les regarder, les comparer, pour voir ce qui est les plus adapté à une société. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce sujet-là est le premier des sujets, puisqu'il faut bien que l'enfant aille à l'école, mais qu'il est aussi important qu'un deuxième sujet qui est « que se passe-t-il à l'école ?» Est-ce que l'école est efficace? On s'est rendu compte en Inde qu'une fois qu'on avait en partie résolu le problème de la venue à l'école, continuait à se poser un problème d'efficacité de ce qui se passait à l'école. Parce que la moitié des enfants scolarisés, on se rendait compte que la moitié des enfants scolarisés restaient illettrés. Et que donc, il fallait regarder ce qui se passait pour de vrai dans la classe. Et là, on rencontre d'autres problèmes. Par exemple, la question de l'assiduité des professeurs. Or, dans beaucoup de sociétés,
dans même la majorité des sociétés dans le monde aujourd'hui, les professeurs sont mal payés, mal considérés, et mal formés. Et peuvent avoir le sentiment de labourer la mer parce que se trouvent seuls, par exemple, comme dans le cas du Kenya qu'Esther Duflo a beaucoup étudié, avec des classes de 70, 80 élèves à l'école primaire. Donc des phénomènes de lassitude, des phénomènes d'abandon. Il y a des approches pour réussir cela. Le temps me manque pour les détailler, mais on a comparé certaines méthodes. Ce qui est certain, c'est que la solution, elle n'est jamais purement quantitative. C'est-à-dire que c'est jamais juste augmenter le salaire des professeurs ou mettre des professeurs en plus. Bien sûr, il faut faire cela. Chaque fois qu'on le peut, il le faut. Mais c'est jamais la solution. La solution, elle est toujours qualitative. Elle est toujours du côté des motivations. Elle est toujours du côté, finalement, et c'est heureux, du facteur humain. Comment est-ce qu'on a réussi à créer de la vie dans l'école? Comment est-ce qu'on a réussi à créer de la vitalité, de l'échange, de la motivation? Alors, par exemple, dans certains cas, en Inde, par exemple, ça a été le fait de recruter des personnes spécifiques pour venir en appui d'élèves en difficulté et pour s'occuper de ceux qui n'étaient toujours pas alphabétisés. Ça a été, ça pouvait aller avec ça, la création de phénomènes d'équipe à l'intérieur des écoles. Ça a été de la motivation que l'on a créée par des sessions de formation spéciales. Et puis, ça a été aussi par l'interaction parents-professeurs. La capacité notamment à faire saisir aux parents les enjeux de l'instruction est quelque chose de fondamental. Et là, les études sont très claires sur l'impact très fort des opérations que vous faites en la matière. En France, j'ai personnellement beaucoup poussé une expérimentation qui est un des rares cas que l'on peut citer comme celui-là, qu'on appelle la mallette des parents, qui est dans l'actualité d'ailleurs parce que la ministre a décidé de le généraliser là. On a commencé ça en 2009 dans l'académie dont j'avais la responsabilité. C'est quelque chose de tout simple. C'était en début de 6e, de réunir les parents au moins 3 fois en début d'année, encadrés par les professeurs, en petits groupes, pour parler des enjeux du collège. Les devoirs à la maison, comment aider l'enfant à réussir, que va-t-il se passer au collège, qui sont les acteurs du collège, etc., etc. Comment être conscient de ce qui va suivre, etc. Le simple fait de faire ça, nous l'avons donc étudié avec une étude randomisée, et on a vu que ça améliorait l'assiduité des élèves, leur non-violence et même leurs résultats scolaires. Donc là, on a commencé avec 50 établissements, on est passé à 1300 établissements, et maintenant, je l'espère, ça va passer à tous les collèges et même à toutes les classes. Et donc on améliore la relation parents-élèves, la relation parents-professeurs, la relation parents-école. On stimule de ce point de vue-là l'exigence de l'école vis-à-vis d'elle-même et on motive les enfants. Donc on peut jouer sur des facteurs, on peut s'appuyer sur des études, on peut s'appuyer sur la méthode expérimentale qui est souvent la méthode clé, c'est-à-dire plutôt que de vouloir tout de suite la grande réforme qui change tout, être capable de faire à petite échelle quelque chose, regarder ce que ça donne et ensuite élargir progressivement. Et on retrouve ici la notion de temporalité par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience, il faut savoir qu'on ne va pas tout réussir tout de suite, mais il faut progressivement avancer et réussir. Et alors à cette condition, on peut améliorer les systèmes éducatifs. Or, améliorer les systèmes éducatifs, c'est évidemment le plus grand enjeu de l'humanité aujourd'hui, puisque si on améliore les systèmes éducatifs, alors il y aura plus de tolérance, alors il y aura plus d'empathie, alors il y aura plus de compréhension des grands enjeux que nous devons affronter, les enjeux de développement durable en particulier, les enjeux sociaux, les enjeux d'égalité, d'équité, tout ce sur vers quoi nous nous battons depuis maintenant des siècles et qui ne se réussira que par l'éducation, bien entendu par d'autres facteurs aussi, mais centralement par l'éducation. C'est pourquoi évidemment parler d'école de la vie, c'est évidemment là aussi prendre très au sérieux le mot de vie, parce qu'il y a un enjeu pour l'humanité, et c'est évidemment là aussi quelque chose qui est au cœur de la pensée d'Edgar Morin. Merci beaucoup.